Bonjour à tous et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver à présent pour un sujet qui va, vous allez voir, être passionnant quand la tech libère les hommes. Et pour ce sujet, j'ai le plaisir d'inviter tout de suite Eric Carrel et Nicolas Simon. Sous vos applaudissements. Eric, Nicolas, bonjour. Je vous prie de Bonjour. vous installer comme chez vous parce qu'on est un petit peu à la maison sur Tech Fest. L'objectif, ça va être d'échanger du coup sur ce sujet quand la tech libère les hommes. Eric Carrel, vous êtes président et fondateur de WeThings, entre autres. Nicolas, vous êtes le président et fondateur de Wondercraft. Donc qu'est-ce que c'est pour les éventuelles personnes dans le public qui ne connaîtraient pas? Wondercraft, c'est un exosquelette qui permet la marche sans les mains, et vous nous en direz un petit peu plus. Et WeThings, on les connaît notamment, on connaît l'entreprise de par les balances, les montres connectées et d'autres objets également au service de notre santé. Pour débuter, alors moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on échange sur justement la tech au service de ce qui sert, ce qui améliore, ce qui contribue à notre bien-être de manière générale. Et c'est très en phase avec les évolutions de la société. On en parlera ensemble. Je vais tout de suite vous donner la parole parce que je pense que c'est vous qui vous présenterez le mieux. Eric, est-ce que vous souhaitez débuter? Ok, merci de m'accueillir. Donc moi je suis un peu un dinosaure de l'entrepreneuriat, vous le voyez, mes cheveux blancs, fils d'agriculteur picard qui n'aimait pas charger le fumier et biner les betteraves. Et donc j'ai eu la chance, mes parents poussent à faire des études d'ingénieur. J'ai eu la chance de rencontrer un professeur qui est devenu un ami, qui m'a mis dans le pied des radiocommunications, de l'électromagnétisme. J'ai fait de la recherche à l'école de physique-chimie à Paris. Et à partir de là, j'ai créé une première entreprise dans le monde des télécoms. Cette première entreprise, elle a fait des Livebox. On a découvert un peu le fait que Internet arrive dans les foyers et que finalement on ait envie de connecter plus. On a Steve Jobs qui nous a présenté l'iPhone en 2007 et on a compris que le monde allait changer, qu'on allait aller vers un monde plus profond plutôt qu'un monde large. Et donc on a voulu créer une boîte d'objets connectés. Et un peu par chance, on a fait un test personne. On ne connaissait rien au monde de la santé, on ne pensait même pas que c'était un monde intéressant. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu des utilisateurs qui m'ont écrit en disant « tu m'as changé la vie ». Et puis à partir de là, voilà, on a avancé vers une boîte de santé, mais on va y revenir. Merci Eric. Nicolas, je vous passe également la parole. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment on en arrive à créer un exosquelette? Alors moi j'ai commencé en sortant d'études, donc j'étais à l'école polytechnique et quand je suis sorti d'études, je me suis dit que, j'ai aussi une famille qui a une maladie génétique qui s'appelle Charcot-Marie-Tooth. Donc c'était ma grand-mère qui avait cette maladie et elle a eu 10 enfants et 7 des 10 enfants ont cette maladie, hein, y compris mon père. Donc ma sœur et mon frère aussi ont cette maladie. Moi j'ai grandi avec des gens qui avaient des problèmes de mobilité et aussi qui avaient de grandes ambitions dans la vie, qui ont fait des grandes écoles, qui ont des travaux hyper intéressants. Et donc, quand je suis sorti de mes études, j'adorais la robotique, j'ai fait pas mal de robotique pendant mes études. Je me suis dit, voilà, il y a un besoin que je connais bien, parce que je connais ces personnes, je sais ce qui pourrait leur être utile. Et c'était à l'époque où il commençait à y avoir les premiers robots de Boston Dynamics qui faisaient des trucs super impressionnants. Et je me suis dit, moi, je pense que cette technologie-là, son utilité, c'est pas de faire des super robots humanoïdes qui marchent dans la neige. C'est de prendre cette technologie et de la mettre au service de la mobilité des personnes. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé il y a 12 ans maintenant. Et j'ai écrit à mes copains de promo pour leur dire est-ce que vous voulez venir avec moi dans cette aventure. Et c'est comme ça qu'on a démarré, au début tout petit. Et puis ça a été très long, on a fait beaucoup d'années de développement. Mais là, on arrive à un stade où ça y est, ça commence à marcher et voilà. Félicitations déjà pour tout ça. Merci. Ce qui est génial, c'est que, alors moi j'ai beaucoup de chance de pouvoir animer cet échange parce que finalement ce qui nous anime tous, c'est cette quête pour le bien commun et c'est vraiment ce sur quoi vous êtes investis. Il y a une recherche de connexion entre le corps et l'esprit, notamment dans vos activités. Eric, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors on a encore une fois un peu par hasard, mais on a découvert que finalement l'humanité a inventé un monde de la santé qui est absolument extraordinaire. Si on regarde les choses extraordinaires que l'humanité a positivement inventées, vous
vous passez une semaine dans un hôpital et vous voyez que c'est extraordinaire. Mais c'est un petit peu comme le pompier en haut de la grande échelle. Tous les enfants rêvent d'être le pompier en haut de la grande échelle, mais on sait bien que si on veut contrôler les incendies, il ne faut pas uniquement fabriquer des grandes échelles et mettre des pompiers en haut, il faut aussi prévenir. Et donc là, aujourd'hui, on est arrivé à un tournant où, malgré cette santé de réparation qui est absolument extraordinaire, on a besoin d'inventer une prévention, et une prévention qui nous rejoigne dans notre vie quotidienne. Je donnerai qu'un chiffre. Aux États-Unis, il y a une explosion des maladies chroniques. Il y a 24% des 12-18 ans qui sont en état pré-chronique, 44% des 20-40 ans qui sont malades chroniques. Une maladie chronique, c'est une maladie que vous allez garder toute votre vie. Et donc aujourd'hui, le système médical n'est pas du tout adapté. Donc si vous participez maintenant aux conférences médicales aux États-Unis, revient à chaque conférence le fait que le système médical va collapser parce que ça va coûter trop cher et c'est insoutenable. Et qu'est-ce qui nous amène à ça ? C'est cette déconnexion entre le corps et l'esprit. On a inventé des outils, les séries Netflix, les pizzas livrées à la maison. Et cet effet Netflix-pizza fait qu'on a d'un côté un esprit qui se divertit et de l'autre côté un corps qui se nourrit, les deux en même temps sans qu'il y ait aucune connexion. Et ça, finalement, ça contribue à cette explosion des maladies chroniques qui, encore une fois, n'est pas uniquement aux États-Unis. C'est la même chose en Inde, c'est la même chose en Brésil. Et dans nos contrées européennes, on a juste 10 ans de retard sur le sujet. Et donc, on a besoin de rejoindre la personne dans sa vie quotidienne pour l'aider à petit comprendre qu'elle peut être accompagnée et qu'elle peut changer ses habitudes. Ce que disent les Américains, c'est change behaviors or collapse. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à travailler sur ce changement des comportements, la société va collapser. Et donc ça, en fait, c'est assez compliqué parce que il y a des gens qui ont commencé à proposer des régimes, etc., de 6 à 9 mois. Mais en fait, on s'aperçoit que aller d'un point A à un point B, pour un être humain, c'est pas linéaire. Changer les habitudes, c'est très long. Et travailler sur cette reconnexion entre ce qui se passe à l'intérieur de nous, au niveau de notre tête et ce qui se passe dans notre corps, c'est extrêmement long et ça passe par des rechutes. Et la plupart des applications aujourd'hui qui essayent d'accompagner les gens, elles sont abandonnées au moment de ces rechutes. Et nous, ce qu'on a découvert un peu par hasard, c'est que finalement, d'obtenir de la mesure, avoir de la mesure qui remonte parce qu'on fait des objets beaux que les gens ont envie d'utiliser longtemps, ça participe à cette capacité de rester en contact et d'aller chercher la personne au moment où elle en a le plus besoin. Alors, on parlera du beau justement plus tard. En tout cas, quand vous parlez de mouvement et connexion, ça nous parle bien parce qu'on essaye de mettre tout le monde en mouvement et de les connecter ensemble avec les autres et à eux-mêmes idéalement. Nicolas, on a beaucoup entendu parler de cet exosquelette qui est aujourd'hui disponible dans les centres de rééducation. Il me semble que vous travaillez sur un second projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus dédié aux particuliers, si j'ai bien compris? Alors, pour rebondir sur ce que disait Eric, nous, notre mission, ça va pas être de soigner nos utilisateurs, parce que, par exemple, un blessé médulaire, il a la colonne vertébrale sectionnée, donc on va pas réparer cette colonne vertébrale, mais on va lutter contre les effets de la sédentarité. Et donc on le voit, là, ils ont la sédentarité subie, c'est des gens qui sont assis toute la journée, et en fait, c'est très mauvais pour le corps d'être assis toute la journée. Et l'effet de les permettre de se remettre debout et de marcher 1 heure, 2 heures par jour, ça va apporter plein de bienfaits pour la santé. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, nous, valides, on s'impose cette sédentarité en restant assis toute la journée devant les séries, etc. Et en fait, on voit aussi que c'est délétère pour nous. Donc nous, on voit bien cet effet là, et c'est vraiment contre ça qu'on veut lutter. Et donc, le but de l'entreprise, c'était depuis le début de faire un produit pour les particuliers. On a mis longtemps, parce que ça fait 12 ans qu'on travaille dessus. Et là, en décembre dernier, on a présenté ce produit à New York lors d'une keynote avec une vidéo de révélation qu'on avait tournée dans les rues de Paris avec notre pilote paraplégique qui s'appelle Kevin. C'était très chouette, un très chouette moment. Il a pu aller se balader, faire une promenade avec ses collègues qui sont ses copains. Et aussi, on a fait une démo sur scène en live pendant cet événement. On a démontré l'utilisation de cet exosquelette. On a eu plus de 43 millions de vues sur Instagram de cet événement. Bravo. Donc on voit l'enthousiasme que ça provoque. On a plus de 800 personnes qui nous ont contactés pour nous dire je suis intéressé, est-ce que je peux l'acheter, quand est-ce qu'il est disponible, et voilà. Et donc ce produit-là, on fait tout pour le mettre le plus vite possible sur le marché, parce qu'on voit qu'il y a de la demande et ça fait super plaisir de voir que... Parce que
quand je me suis lancé il y a 12 ans, je savais que je connaissais ma famille, que ça pourrait leur être utile, mais je ne savais pas du tout est-ce que ça serait utile pour les gens en fauteuil, parce que finalement, moi, je l'ai vraiment vu comme un produit. Vous avez proposé un nouveau service, un nouveau moyen de mobilité à des gens qui peuvent en vouloir ou pas. C'est vraiment comme ça que je vois ça. Et je suis content de voir que, en tout cas, ils l'ont pas encore testé, mais ça leur donne envie. Voilà. Merci Nicolas. Je vais aller sur un autre sujet, sur la place du beau. Eric, il n'y a pas très longtemps, vous avez donné une interview sur le podcast Génération Do It Yourself que je vous invite tous à écouter avec Mathieu Stéphanie qui était présent hier. Je crois que ça dure 1h30, c'est assez long, mais ça vaut le coup. Donc sur les transports peut-être après. À un moment, vous parlez de la place du beau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce que vous êtes tous les deux à la pointe de l'innovation, des technologies, de l'intégration des data, etc. Mais quelle est la place du beau finalement dans cet écosystème ? Alors, je trouve que c'est une question intéressante. En fait, moi, ce que je dis souvent à nos 350 collaborateurs, c'est que le point fort de ce qu'on fait, c'est d'être longtemps dans la vie quotidienne des gens. Et en fait, à travers ça, on invente une nouvelle médecine parce que ces données qui sont moins profondes que quand vous allez faire un IRM ou dans un laboratoire d'analyse, au final, c'est comme un film basse définition qui dure très longtemps. Grâce au machine learning, il contient beaucoup plus d'informations sur nos santé que des tests très profonds et très ponctuels. Et pour arriver à ces données, en fait, on s'est aperçu que pourquoi les gens utilisaient nos produits pendant très longtemps. On est à peu près unique au monde avec le taux d'utilisation à 5 ans ou à 10 ans. Et on s'est aperçu que c'était notre passion de faire de beaux objets, des objets simples à utiliser, des objets qui ont une longue durée de vie de batterie, des objets que voilà, on est content d'avoir dans notre univers quotidien, qui faisaient que les gens les utilisaient longtemps. Et je trouve ça intéressant parce que on n'a pas décidé de faire ça pour ça. On a décidé de le faire par passion parce qu'on aimait faire ça. Et que ce souci du beau, ce souci du détail, ce souci de la simplicité du design, finalement, rejoignait les personnes. Et qu'en fait, c'est important de rejoindre les personnes. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour résoudre un problème, on est là pour rejoindre chacun et l'accompagner le plus longtemps possible. Merci. On va sauter sur un autre sujet parce que j'aurais des millions de questions à vous poser. Aujourd'hui, sur Tech Fest, on sait que de nombreuses entreprises ont du mal à recruter, notamment dans l'industrie. Je crois qu'il y a un autre dénominateur commun, c'est que vous n'avez pas trop de mal à recruter. Est-ce que vous êtes capable de nous expliquer pourquoi ? Nous, ce qu'on voit, c'est que les jeunes, ils sont beaucoup en quête de sens. Donc, forcément, il y a le climat qui est un gros sujet. Et la santé aussi, c'est important. De savoir pourquoi on se lève le matin et à quoi ça va servir son travail et est-ce qu'on est vraiment en train de résoudre un problème qui va apporter de la valeur. C'est très important et du coup, nous, on attire beaucoup de jeunes et aussi de femmes. Donc, on est presque à parité dans l'entreprise. Donc, génial. Voilà, pour une entreprise de la tech. J'imagine que c'est pareil pour vous. Oui, alors c'est pareil parce que ça a du sens de travailler dans la santé. Peut-être ce qu'il faut dire aujourd'hui pour les jeunes qui nous écoutent et la jeune génération, c'est qu'il y a une inquiétude très très forte sur l'avenir du monde, etc. Et au fond, le seul moyen de traverser ça, de vivre bien avec ça, c'est de mettre les mains dedans. C'est-à-dire, c'est de se mettre à travailler la matière, les services, d'essayer d'aider en faisant quelque chose. Et à travers ça, on comprend que c'est plus compliqué de changer le monde que juste de faire des grandes déclarations dans une conférence à la télévision, et que c'est un chemin. Et c'est en étant acteur dans ce chemin qu'on trouve du sens à sa vie et qu'on va changer le monde, je pense. Merci. On a parlé du coup des prochaines grandes étapes avec le développement du nouvel exosquelette de votre côté. De votre côté, Eric, quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez actuellement ? Alors, nous, on doit garder ce côté très simple à utiliser, mais aller chercher de la mesure de plus en plus profonde. Donc, par exemple, quand on monte sur un PES personne, aujourd'hui, on a des mesures de l'état du système nerveux autonome qui affectent beaucoup les diabétiques. On a des mesures de la rigidité de nos artères. Et donc ça, juste en mettant les pieds. Et donc ça, c'est une information extrêmement riche. Et donc à partir de ça, c'est faire des scores pour aider à aller chercher la personne quand sa santé se dégrade et la mettre en contact avec un médecin. Et surtout aussi faire des études médico-économiques. Parce que, en fait, ce que moi je découvre, c'est que le monde de la santé, c'est comme les autres mondes. C'est-à-dire qu'il
il faut montrer qu'économiquement, on apporte quelque chose de positif parce que la santé est tellement en train d'exploser en termes de coûts qu'il y a besoin d'équilibrer ça. Et donc, voilà, nos prochaines étapes, c'est vraiment ces études médico-économiques, c'est continuer à aller profond dans la capacité à aller chercher des mesures. On a par exemple annoncé un analyseur d'urine, c'est un truc qu'on met dans les toilettes, automatiquement il prend l'urine de la bonne personne au bon moment. Et donc par exemple ça va être très important pour les personnes âgées, pour les maintiens à domicile. Voilà, on continue un peu dans cette direction-là. Et il y a un dernier pilier qui est comment à travers l'application qui présente ces données, on apprend à accompagner quelqu'un. Et c'est extrêmement difficile d'accompagner quelqu'un, de dialoguer avec lui. À travers une application. Voilà, donc là, on a encore énormément à apprendre et si vous avez des idées, vous êtes les bienvenus. On prendra vos idées, vous avez entendu. Nicolas, du coup, on parle de données. Donc, c'est évident quand on regarde les projets, les produits WeThings. De votre côté, justement, sur quoi est-ce que vous travaillez sur l'intégration des données? J'imagine que la data, il y en a partout. Alors nous, ce qui est rigolo, c'est qu'en développant cet exosquelette, on a compris assez profondément comment était fait la marche humaine, les jambes, pourquoi c'était comme c'était, parce qu'on a dû essayer de faire la même chose avec notre exosquelette. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de découvrir, c'est comment le cerveau fait pour créer cette marche, parce que avec la révolution qui est en train de se passer sur l'intelligence artificielle, on a atteint un stade où on a un simulateur où on peut, de manière très précise, simuler l'exosquelette. Et avec ça, on entraîne un réseau de neurones. Donc ça prend une semaine à un supercalculateur de s'entraîner. Il fait plus de 100 millions de simulations. Donc 100 millions de fois, il essaye de marcher de manière un peu aléatoire et puis il voit la meilleure façon de faire. Et il prend en entrée toutes les données des capteurs qu'il y a sur le robot. Il y en a une trentaine. Et il commande de lui-même les 12 moteurs de l'exosquelette. Et le résultat, il est juste incroyable. C'est-à-dire qu'on voit des comportements de machines qui marchent de manière hyper stable, qui résistent aux perturbations, à être poussées, à taper sur quelque chose qui n'était pas prévu. Et vraiment, on a l'impression de voir un humain marcher. Et donc, on a vraiment l'impression que c'est vraiment comme ça que fonctionne le cerveau et qu'on a atteint le stade où tout ce qu'un humain peut faire, maintenant, la machine peut le reproduire. Donc, ça ouvre des perspectives. Quand on s'est lancé il y a 10 ans, c'était une vision. Quand on a développé nos premiers algorithmes, c'est fait à la main, c'est-à-dire qu'on écrit chaque cas et en fait, on se rend compte que dans la vie réelle, ça devient exponentiel le nombre de cas possibles. Qu'est-ce qui se passe si je suis en train de monter une marche, il y a un capteur qui se met à défaillir et quelqu'un me pousse? En fait, essayer d'écrire à la main tous ces cas, c'est impossible. Par contre, quand on le fait faire par la machine et que c'est juste un peu brute force, quoi, c'est-à-dire qu'elle va faire des millions et des millions d'entraînements, comme nous, on apprend au fur et à mesure à marcher par le petit bébé qui va faire ses premières expériences et apprendre au fur et à mesure, par mimétisme, en regardant les autres et en faisant sa propre expérience. Maintenant, la machine est capable de le faire et c'est incroyable de se dire. Et ça, chez nous, c'est dans les 3 derniers mois, on voit cette rupture et vraiment, ça change tout. Et c'est hyper excitant parce qu'on peut se dire que vraiment, on va pouvoir faire un produit presque de science-fiction comme on en rêvait, quoi, et que ça va vraiment être très rapidement le cas. Ça pose aussi beaucoup de questions sur qu'est-ce que va être l'avenir de cette technologie et comment on va s'en saisir et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Voilà. Merci, parce que je ne sais pas si vous vous en rendez compte en le racontant, mais c'est extrêmement à la fois fascinant et inspirant. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier sincèrement d'avoir fait le déplacement à Grenoble depuis Paris. Pour nous tous, c'est un honneur de vous avoir parmi nous. Et pour conclure, l'objectif de Tech & Fest, c'est de faire passer des messages. Donc, je vais vous laisser carte blanche chacun. Eric, qu'est-ce que vous souhaiteriez nous partager comme message pour clôturer cet échange? C'est une question difficile. Moi, je dirais simplement, vivez passionnément vos passions, vivez-les vraiment, et c'est comme ça qu'on rend service aux autres. C'est en vivant ces passions, pas seulement tout seul, mais ensemble, en essayant de construire quelque chose. Et donc voilà, normalement, il y a beaucoup de jeunes ici. J'encourage beaucoup les jeunes à aller vers la science, vers cette façon de modeler la matière. Et c'est passionnant et ça rend service et ça fait de belles vies. Donc allons-y. Merci. Moi, c'est un peu le même message, c'est de dire que je pense que si on se lance dans un projet et on est sûr que même si ça va prendre 10, 15 ans, au bout, ça vaut le coup. Maintenant, on est dans une société qui est prête à investir dans la technologie, dans la recherche pendant de très longues années, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on crée de la valeur avec la deep tech. C'est pour ça que c'est
Et c'est le retour de les choses basiques qui sont, si on investit dans la recherche et avec un but qui va apporter de la valeur, et ben, ça finira par payer. Peut-être que ça sera long, mais voilà, ça vaut le coup. Et on a la chance d'être dans un pays où on a beaucoup de choses qui nous sont garanties, la santé, l'éducation, un toit sur la tête. Et donc ça nous laisse la liberté de penser à qu'est-ce qu'on pourra apporter, nous, notre pierre collective à l'édifice pour renforcer ce système où tout le monde s'entraide. Et voilà, moi, j'ai l'impression que c'est important de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter au collectif. Et derrière, le collectif, il est là pour nous soutenir dans ces efforts d'améliorer la société. Merci mille fois pour ce que vous faites et votre engagement. J'en profite pour vous annoncer que Eric sera en meet and greet cet après-midi. L'objectif, c'est vraiment de créer de la connexion sur cet événement. Donc, si vous souhaitez aller le questionner, échanger, je crois que vous vous prêterez au jeu avec plaisir. Merci mille fois. Merci. Merci.